Bien, merci de votre attention. Voici venu le temps de la discussion. Alors, je vais représenter rapidement nos invités qui viennent de presque partout. Hervé Hanin, vous nous venez de Montpellier. Vous êtes d'une certaine manière le local de l'étape. Vous êtes ingénieur de recherche à Sup Agro. Boris Petrick, vous nous venez de Marseille. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez vous-même réalisé des films documentaires sur ce Midi Rouge. Oui, effectivement, j'ai réalisé un film documentaire avec Emmanuel Laborie qui s'appelait Jour de colère en 2006-2007 et c'était justement au moment de la commémoration à la fois de Montredon, donc en 1976, et des événements ce qu'on appelle là-bas les événements de 1907. Et en fait, ce qui est frappant à travers nous, on s'est imprégné donc de cette réalité sociale. Et ce qui nous avait frappé, c'était la présence du passé dans le présent, ou plutôt de la mémoire. Parce que en fait, on sent que ces viticulteurs, à différentes époques, ont toujours été marqués par des obsessions, pas forcément liées uniquement à la réalité contemporaine, mais aussi à une histoire assez longue depuis le début du XXe siècle, où la question de la viticulture est pas seulement un enjeu économique, mais c'est tout un monde social qui pense en rapport à l'État, en rapport à l'Europe, à la mondialisation, enfin voilà. Et donc on sent bien cet art oratoire, cette culture de la faconde, de ces leaders viticoles qui ont aujourd'hui disparu, hein, parce qu'on voit à travers ces personnages qui sont assez vieux aujourd'hui, un monde social et une manière de structurer le combat politique qui n'existe plus aujourd'hui. Ah, bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir. Édouard Lynch, bien sûr, si on va avoir éventuellement un dernier micro, ce serait peut-être pas mal. Vous êtes donc historien pour votre part et vous venez de Lyon, où vous êtes professeur à l'université Lyon 2. Vous aussi, ça fait longtemps que vous travaillez sur cette histoire sociale. Alors sur cette histoire-là, effectivement, pas de la viticulture en tant que telle, mais en tout cas de la manifestation paysanne en général. Évidemment, dans la manifestation paysanne du XXe siècle, les viticulteurs y occupent une place. Et une des premières questions de recherche que je m'étais posée justement il y a déjà très très longtemps, c'était pourquoi les viticulteurs et les paysans ont gardé en tout cas ont gardé ou on possède cette arme de la violence qui, paradoxalement, a tendance à disparaître des sociétés contemporaines, hein, dans le processus de démocratisation, de pacification des rapports sociaux. Or, les agriculteurs et les viticulteurs ont ce rapport très particulier à la violence, dont Montredon, effectivement, est une sorte de point d'acmé, même si les effets de déformation aussi sont intéressants, parce qu'on oublie, enfin on ne sait pas, on l'a presque jamais su, mais il y a quelques jours plus tôt, il y a un agriculteur qui est mort à Épinal dans une manifestation frappé par un casque de police. Bon, lui, il est passé à travers l'histoire, mais pour montrer aussi que cette violence qui se cristallise dans Montredon, elle est très, très prégnante dans la France des années 60 et des années 70. Nous allons revenir un petit peu sur l'enchaînement des événements qui le méritent, d'autant que le film euh, porte beaucoup sur les émotions, la disparition d'un monde, le désenchantement de ces paysans, mais parfois assez pointilliste, je trouve, sur l'enchaînement des événements. Euh, Avant d'y revenir, une petite réaction à chaud, 5 minutes, pas plus, hein, les uns et les autres, sur ce film. Est-ce qu'il conforte votre perception de ces événements ou est-ce qu'il vous révèle des faits, peut-être des imaginaires, des émotions nouveaux? À la fois, c'est un film qui est très fidèle pour ceux qui ne connaissent pas bien ce milieu. Moi, je le trouve extrêmement fidèle justement dans ce côté émotionnel en même temps que sur le côté informatif, ouais, ce côté un peu effectivement impressionniste. Mais ce sont des personnages qui à la fois sont des personnages qui savent théâtraliser un petit peu. Je trouve que ça a été dit. Voilà, ils savent user la façon de poser la voix comme on le fait dans le sud avec cet accent qui fait frapper les mots. Moi, Jean Billet, on est quelques-uns à l'avoir connu. C'est quelqu'un, là, il est un peu, voilà, il joue au vieillard l'hiver de sa vie, dans ses vignes, avant dans sa bouteille à 5 euros. C'est quelqu'un, il fallait le voir il y a
25 ans sur une caisse d'orange place de la Comédie. Ah, il n'y avait pas 600 000 personnes. Mais il y avait quand même quelques dizaines de milliers. Il fallait les mener. Et c'est quelqu'un voilà, ces gens qui savent jouer sur les émotions et qui ont ces émotions et les faits sont très bien retracés dans ce film de façon très fidèle. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai fait un film sur ce sujet. Jean Huillet, qu'on voit avec le chapeau, je l'ai beaucoup fréquenté. Et nous, on a décidé de ne pas le garder dans le film. Parce que, justement, il était tellement dans la mythologie que ça a été compliqué, la relation avec Jean, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et au moment où, en 2008-2009, sa cave avait fermé, il avait plus de vignes. C'était la fin d'un monde viticole, mais aussi l'échec d'un syndicalisme, et c'était très dur pour lui. Voilà, après, donc moi, ça m'a étonné, par exemple, de le voir tailler, parce que je me suis dit, ah bon, il a toujours des vignes, je pensais qu'il n'en avait plus, donc visiblement, il s'est relancé sur un petit domaine, mais en cave particulière, donc ça veut dire que son rapport à la coopérative a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, moi, j'aurais bien aimé savoir. Voilà, donc ce qui est triste un peu, c'est qu'on voit que les gens ont un certain âge et qu'effectivement ce monde du combat est révolu. Nous, on a filmé les dernières grandes manifestations en 2010 et depuis, il n'y en a pas eu. Mais en même temps, il y a une transformation de cette région avec des caves particulières, des nouvelles formes de solidarité, des néo-vignerons qui sont très dynamiques. Et il y a une transformation de cette région. Donc, pour moi, c'est un peu aussi la chronique d'un monde industriel méconnu de la France. Parce que c'était une manière assez singulière de faire du vin, lié certes à un monde rural agricole, mais c'était un moment où c'était une boisson aliment, où il fallait faire boire les militaires. Il dit très bien, d'ailleurs, du moment qu'il est rouge. Voilà, c'est ça. Les gens étaient contents. C'était un autre rapport. C'était une boisson aliment. On pouvait en boire 4 à 5 litres par jour. C'était une population rurale. C'était une population ouvrière et aussi l'armée. C'était les 3 gros clients de ce type de vin qui a aujourd'hui disparu. Plus personne boit 4 à 5 litres de vin. Et c'était des vins à 8-9 degrés. Donc c'était tout un monde. Et pour eux, ce qui est difficile pour eux, c'est que ce monde n'existe plus, en fait, ou très, très peu, et ils le vivent très, très mal parce qu'en fait, ils ont du mal à reconnaître la transformation du monde contemporain. On en parlait tout à l'heure, je racontais Montredon des Corbières, donc le village où il y a eu ces événements en 76. Aujourd'hui, c'est la banlieue de Narbonne, il y a des supermarchés partout. Le grand leader qui habitait ce village, André Castéra, qu'on a appelé le Christ des Corbières, plus personne ne le connaît parce qu'il y a des pavillons, donc des néo-ruraux qui habitent, mais qui ne connaissent pas toute cette histoire sociale. Donc ce monde rural, qui a été un moment assez central dans cette vie sociale régionale, c'est terminé aujourd'hui. Et donc pour eux, c'est ça qui est difficile aussi, d'accepter ces transformations d'un monde du vin qui s'est transformé, quoi. Édouard Lynch, réaction sur le film? Oui, moi j'ai réagi en historien, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces événements, je les ai travaillés uniquement dans les archives. Notamment, moi j'ai eu la chance l'acharnement, on va dire, mais de travailler notamment sur les archives judiciaires. Donc j'ai pu suivre toutes les stratégies en fait de l'État dans la gestion de la violence. Et c'est vrai que avoir la parole des paysans, des acteurs, de voir ce jeu fantasmé de l'autre, hein, et voilà, on le voit très bien. Bon, pour le témoignage, ils disent oui, le viticulteur, il a été visé. Bon, on peut imaginer dans la configuration de Montredon où on tire à la mitrailleuse et de l'autre côté avec des fusils de chasse, qu'on n'a pas vraiment le temps de choisir celui qu'on va tuer pour le victimiser. Donc, mais voilà, il y a cet imaginaire quand même des forces opposées. Et ça, c'est particulièrement intéressant de voir le travail mémoriel des acteurs et la manière dont ils se sont appropriés l'événement et la manière dont l'événement a cheminé dans ses mémoires, même si on voit aussi sa centralité, parce qu'effectivement, c'est de la violence, c'est des morts par balle,
Ça, c'est pas anodin, c'est pas de la violence policière ou de manifestants, c'est vraiment des affrontements par balle qui surgit, là encore, dans une histoire longue. Les premiers échanges de tirs, on en a la trace dès 1971, où il y a déjà des fusils, il y a déjà des blessés par balle. Alors bon, on en parle moins, mais donc on voit bien qu'il y a une espèce de montée en puissance crescendo de la violence qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est assez fascinant parce qu'on voit, et les acteurs le ressentent finalement. Ils disent, alors parfois de façon un peu presque provocante, en disant, il fallait que quelqu'un meure, mais on a un peu ce sentiment-là que du coup, une fois que la barrière a été franchie, bon, le mouvement est retombé et le mouvement est reparti sur d'autres modalités de mobilisation. J'évoquais tout à l'heure la grande révolte de 1907. Les mêmes causes produisent les mêmes effets ou c'est différent? Il y a une très grande... je ne trouve pas mes mots. Il y a une erreur d'interprétation sur 1907, parce qu'en fait, 1907, c'est plusieurs mois de mobilisation. Vous avez dit 600 000 viticulteurs à Montpellier, mais il y en a eu 600 000 à Narbonne, il y en a eu 600 000 à Nîmes. C'était tous les dimanches, hein, c'était un peu les gilets jaunes de l'époque, mais avec beaucoup plus d'amplitude. Mais en revanche, l'originalité incroyable de ce mouvement, c'est que ça a été un mouvement qui était totalement pacifique. C'est-à-dire que pendant sa phase la plus intense, pendant plusieurs mois, c'était des manifestations purement pacifiques. Il n'y avait aucun affrontement avec l'armée à l'époque, il n'y avait pas de CRS. Et c'est vrai que, là encore, l'imaginaire du midi viticole a retenu la fin, parce qu'il y a eu des morts à la fin, mais ces morts sont finalement peu représentatifs de l'originalité du mouvement, qui n'était pas du tout une jacquerie, qui était un mouvement très organisé, avec des maires, avec des comités déjà, hein, des comités, alors c'était pas les comités d'action viticole, mais c'était des comités d'action qui encadraient la manifestation. Et quelque part, la violence est venue, mais la violence est venue sur le tard, et elle a effacé cette très très forte capacité qu'ont eu les vignerons d'appeler l'opinion. Parce que c'est ça aussi, c'était un mouvement qui était très moderne, parce qu'il était éminemment médiatique. Alors, il n'y avait pas la télé à l'époque, il n'y avait pas encore le cinéma d'actualité, mais il y avait des cartes postales, il y avait la presse, et on est frappé, quand on regarde cette histoire de 1907, par la capacité qu'ont eu les vignerons à faire vivre leur mouvement, et finalement, sans la violence, à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire déjà une forme de protestation. Et oui, pour répondre à votre question, oui, c'est le début de cette histoire, parce que la crise de 1907, elle apparaît comme la conséquence de la transformation de l'économie viticole méridionale après la crise du phylloxéra, donc avec une reconstruction massive, industrielle de la viticulture, qui était produite à destination d'un marché de négociation, d'un marché de coupage. Et cette production, elle est montée en puissance sur tout le XXe siècle, et d'une certaine manière, elle n'a pas cessé de poser des problèmes. Il y a déjà des surproductions dans les années 30, hein, la mise en place du statut du vin, d'un premier statut du vin en 1935, elle est déjà liée à des problèmes de surproduction. Les malheureux, il n'y avait pas encore les Italiens, mais à partir des années 30 et 40, ils ont le marché algérien. Et alors, il y a la parenthèse de la guerre de 40, hein, bien sûr, période de pénurie, mais dès les années 1950, on rebascule dans la surproduction. Hein, c'est vraiment endémique dès les années 1950. Et de ce point de vue-là, Montredon est le point culminant de cette longue crise. Hein, ce n'est pas 2 ans, c'est 20 ans de surproduction chronique des marchés et d'incapacité des pouvoirs publics à trouver des solutions durables en termes d'organisation du marché. Hervé Hanin. Oui, on pourrait effectivement trouver quelques proximités. Il y a toujours effectivement la question des revenus, la question de la surproduction, hein, qui engendre bien sûr une chute des prix, mais effectivement des différences très, très notables, et notamment sur les causes. 1907, c'est quelque chose aussi de très exemplaire, au-delà de la gestion de la violence qui a bien été expliqué, c'est que c'est aussi finalement la naissance de quelque chose qui va bien au-delà du midi viticole, qui impacte jusqu'à Bordeaux et probablement aussi jusqu'à l'Australie aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est finalement la naissance d'une définition du vin. L'acceptation d'une définition originale du vin qui n'a rien à voir finalement et qui garde une spécificité dans tout le monde de l'agroalimentaire. Et ça, c'est quelque chose de très particulier qui justifie, si on regarde la définition du vin qui a été acceptée, adoptée en résolution des dernières manifestations de juin 1907, au moment de
la proposition je crois que le 30 juin ou le 29 juin 1907, il y a une loi qui vient finalement entériner une loi qui n'avait jamais été appliquée avant, qui est la loi Griffe, qui était la proposition de donner une définition du vin, alors que pendant le phylloxéra, les gens avaient appris à faire du vin avec autre chose que du raisin, et avec plein d'autres recettes un peu magiques. La culture de l'ersatz, c'était probablement même pas vraiment de la fraude, c'était plutôt assez malin et assez astucieux. Mais le problème, c'est que ça avait concouru aussi avec les surproductions, peut-être les petits changements climatiques que le roi Ladurie a souligné au début du XXe siècle. Enfin, tout ça a contribué à une surproduction chronique, mais dans laquelle la fraude a été, alors, à tort ou à raison, peut-être amplifiée, peut-être surjouée, mais en tout cas, la fraude a permis la définition du vin, qui aujourd'hui est la définition du vin, mais c'est la même qui a été acceptée donc au niveau national, pas seulement à Montpellier, bien sûr, mais que la France s'est empressée de proposer dès la première OCM en 1970, et surtout dès 1924, à l'organisation, à l'époque l'Office international de la vigne et du vin. C'est pour ça que je parle de l'Australie, qui est membre de l'organisation aujourd'hui, et tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que voilà, le vin, c'est le produit de la fermentation de raisin, et uniquement frais, foulé ou non, voilà, de bout de raisin frais. Et cette définition-là, elle date de 1907. La loi Griffe, elle datait de 1889, je crois, mais elle n'était pas du tout respectée. Voilà. Le film montre bien le rôle central des comités d'action viticole. Deux questions en une. Où puissent-ils leurs racines, ces comités, et quelles sont leurs relations avec les syndicats et les partis politiques? Alors, donc en fait, on voit bien qu'il y a une question de régulation politique et économique qui se joue. Pendant longtemps, le prix du vin était fixé par l'État. Donc il y a eu tout un ensemble de transformations de l'économie. Et dans les années 50, il y a la construction européenne qui arrive avec l'intégration de l'Italie, de l'Espagne plus tard. Et donc ça pose le vin a été au centre de la question européenne. Donc en fait, les comités d'action viticole ont toujours été des organisations clandestines qui étaient articulées aux syndicats. Les syndicats, c'était la vitrine officielle pour négocier les rapports de force avec l'État central. Et ensuite, les comités d'action viticole, c'était souvent les mêmes, qui se réunissaient de manière clandestine et qui faisaient des actions contre les symboles de l'État. Perception fiscale, péage autoroute, la SNCF, enfin tout ce qui... Et après, il y a eu un changement de cible lié aussi au changement de la régulation politique, et c'était les supermarchés, souvent qui ont été visés puisque on a travaillé sur les comités d'action viticole, on les a même suivis dans certaines actions. Et en 2008, il y a eu la veille du premier tour de l'élection de Sarkozy, puis c'était 2007 ou 2008, il y a eu une dizaine d'attentats dans la nuit, dont on a très peu parlé au niveau national. Et donc voilà, c'est mettre la pression sur l'État pour négocier. C'était l'idée qu'il devait y avoir la voie officielle de négociation, mais que la violence, à un moment, pouvait être un recours pour faire pression sur les pouvoirs publics. Oui, alors plus précisément, les premiers comités apparaissent au début des années 60. Hein. C'est vraiment le moment, fin des années 50, début des années 60, au moment où justement les tensions sur le marché s'accroissent. Et il y a des enjeux politiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de délégitimation. C'est ça qui est compliqué, c'est à la fois le bras armé du syndicat, mais c'est en même temps aussi une façon de marginaliser ou de critiquer les hommes en place, les plus âgés, qui sont souvent des conseillers généraux, des maires, des présidents de coopératives, et qu'on accuse finalement d'être un petit peu trop rentrés dans leur fauteuil d'administrateurs. Et donc on les aiguillonne en faisant basculer, hein, et on le voit très bien dans les manifestations où les leaders syndicaux s'efforcent de maintenir, je dirais justement, cette tradition un peu modérée de 1907. On fait des grands rassemblements, on défile, on proteste, on secoue un peu les grilles des préfectures, mais pas trop. Et puis, les comités vont basculer, hein, dans ce qu'on appelle alors l'action directe, hein, c'est-à-dire de s'en prendre physiquement
aux adversaires. Alors ça peut être l'État, parce que l'État évidemment est la clé de la régulation du marché, donc on s'en prend à lui. Et puis à partir du moment où les importations augmentent aussi, ça va être les négociations. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est là encore de contextualiser. C'est finalement on a un peu la même chose. Alors ils n'ont pas le même nom, mais dans le syndicalisme agricole, dans la FNSEA toute puissante des années 60-70, elle reste unitaire, mais vous avez à la France, dans sa France la plus jeune, des actions de contestation très violentes au début des années 60, qui sont d'ailleurs au départ presque plus violentes que celles des vignerons. Hein. Les vignerons, au départ, ils sont très modérés. Hein. Une des premières manifestations, au-delà de l'action directe, place de la Comédie, c'est qu'ils sont allés acheter une bouteille de vin algérien au Monoprix, au prix unique, et ils l'ont cassée symboliquement sur le marché. Et donc, ils sont déjà dans la destruction de vin, mais ça reste vraiment très, très emblématique. Et puis, très vite, au fur et à mesure, le mouvement monte en puissance. Et donc, il y a cet univers très spécifique des années 60-70 où le monde agricole, les paysans, mais aussi les viticulteurs, sont incontestablement soumis à une phase de modernisation extrêmement violente qui passe de fait par la destruction ou la disparition du tiers ou de la moitié des exploitations. Et c'est vrai qu'une façon pour s'adapter et pour essayer de résister, c'est de lutter. Et ils luttent effectivement avec des moyens, et des moyens qui sont très fortement illégaux. Donc, voilà. Oui, peut-être aussi pour compléter ça, effectivement, ce qui est intéressant, c'est assez paradoxal parce que ces gens qui sont très attachés à l'exploitation familiale, on le voit bien, et en même temps, ils se comportent par plein d'aspects comme finalement des salariés. D'ailleurs, on voit la notion de revenu ou de salaire est assez floue dans les revendications. On a un salaire, évidemment, parce qu'il y a un prix qui est fixé. Donc l'interlocuteur, c'est l'État, depuis le statut viticole des années 31-35. Le statut viticole, effectivement, la fixation du prix fait que l'État, c'est l'interlocuteur pour essayer de négocier le meilleur prix, donc le meilleur revenu, le meilleur salaire. Tout ça se combine aussi avec la culture de la coopération viticole, dans laquelle on oublie un peu que c'est le prolongement de l'exploitation et on vient apporter son raisin comme si on avait vendu. On a tous entendu des vignerons qui disent je vends mon raisin à la coopérative. Voilà, donc tout ça, cet amalgame sémantique est intéressant. Donc il y a là cette phase où l'État, c'est l'interlocuteur, un peu comme un patron finalement, avec qui on négocie le prix ou les distillations qui vont permettre de remonter le prix. Ensuite, il y a l'État qui fait peur. Ça, c'est les années 60 sur lesquelles, effectivement, on voit que l'Algérie va sortir, mais il y a les accords d'Évian qui ont permis d'avoir pendant 10 ans une exemption de droits de douane. Donc, on va avoir encore cet afflux de vin algérien. Puis on se doute bien, et l'histoire ne dément pas, qu'à ce moment-là, il y aura d'autres sourcings, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans le Mezzogiorno italien. Et là, interne à l'Union européenne. Ça veut dire que dans cette deuxième phase des années 60, là, c'est plutôt contre Pisani, contre la loi de 62, qui est une loi de modernisation agricole et qui fait peur aux vignerons qui, eux, sont plutôt des garants de la petite exploitation familiale, la petite production marchande via la coopérative. Souvent, ça fait peur. Et puis la troisième phase, c'est celle qui amène à Montredon. C'est effectivement celle qui, dans les années 70, voilà, dans lesquelles l'État apparaît plutôt comme un traître, puisque finalement, il n'assure plus son rôle d'interlocuteur. Et lui, au contraire, il est garant des principes de la CE, c'est-à-dire de la libre circulation des produits. Et jusqu'en 75 encore, quand il y a encore des négociations à l'automne 75, l'accord de Luxembourg, là, on a essayé où les vignerons ont essayé de faire plier l'Europe. L'Europe a dit on veut bien distiller un peu plus, mais on ne revient pas sur les principes. On reste sur les principes de la libre circulation. Et si les Italiens ont des prix favorables, eh bien, il faut faire avec. Mais on ne changera pas ça. On ne va pas remettre des barrières. Alors, ils ont accepté une petite barrière de 12% de droits de douane in extremis, mais qui n'a pas du tout endigué le phénomène. Donc, c'est vraiment... Et cette vision un peu très lasse de Jean Millet à la fin aussi, je la reconnaissais bien parce que je l'ai connu à partir de 1982. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a vu leur savoir-faire, son savoir-faire, puisque c'est lui qui a incarné ça avec quelques autres, Castagny et d'autres,
c'était vraiment la capacité à négocier avec l'État. Ils avaient tous des contacts au ministère, notamment sous la gauche dans les années 80, début des années 90. Ils avaient des relais très forts et de négociations. Et puis petit à petit, ils ont perdu parce que l'État disait mais bon, bien sûr, mais il y a l'Europe, on ne peut plus faire ça. Puis après, il y a eu l'OMC. Et donc tout ça, les marges de manœuvre de l'État étaient très faibles. Donc en même temps que l'État n'était plus l'interlocuteur, leur savoir-faire qui était de monter sur une caisse d'orange pour haranguer la foule, pour essayer d'aller obtenir par la force, comme il nous dit, il faut se battre, eh bien finalement leur savoir-faire est devenu inutile. Et c'est un peu ça qu'on voit qui est assez pathétique. Justement, notre viticulteur poète, il revendique la lecture de Gramsci. Était-il très idéologisé? Avait-il des organisations politiques qui les soutenaient en arrière-front? Alors, oui, rapidement, c'est vrai que le film, enfin, il y avait, on est dans les années 70, hein, mais 68 est passé par là. Il y a tout le mouvement occitan, donc qui a de fortes accointances aussi avec l'extrême gauche. C'est vrai que, alors là, je dirais, il y a un effet de fabrication. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que le film qui a été le film qui sert de trame aux archives, hein, c'est un film qui s'appelle, vous l'avez pas vu dans le générique, parce que bon, mais c'est un film qui s'appelle Niapro, qui est un film qui est tourné en 75 par donc des militants qui sont des militants très engagés du côté de la gauche paysanne, hein, ce qu'on appelle les paysans travailleurs. Et c'est vrai que leur discours n'est pas forcément celui qui domine à l'époque voilà. Et donc les notions par exemple de collectivisme, etc. Je pense pas que les vignerons méridionaux ils étaient très collectivistes. Non, il y a du collectif, hein, le sens du village, de la communauté est important. Donc là je pense qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un effet de source qui déforme un petit peu le propos, mais je pense qu'il y a d'autres. En fait, c'est assez complexe parce que c'est vrai que dans les années 70, il y a le mouvement du Larzac, il y a beaucoup d'idéologues d'Amérique du Sud, des pays socialistes qui viennent. Jean Huillet m'a raconté tout ça, des rencontres assez incroyables. Il y a ça, mais il y a une réalité locale très complexe où on ne peut pas classer les caves coopératives de gauche. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait des caves coopératives de gauche, il y avait des caves coopératives qui étaient de droite. Souvent, la plaine était plutôt déchristianisée avec une importance du Parti communiste et du Parti socialiste, comme Mafre-Boger, qui était un des leaders. Mais après, sur les coteaux, c'était plutôt des zones catholiques avec une autre organisation politique plutôt de droite. Donc, on ne peut pas dire que le Midi Rouge, ce qu'on a appelé le Midi Rouge, notamment dans les années 70, soit uniquement un mouvement idéologique de gauche. C'est assez compliqué, en fait, de comprendre, à un moment donné, pourquoi tous ces gens qui ont des trajectoires, en fait, sociales, ou en tout cas idéologiques différentes, se sont rassemblés. Il y a quand même une culture de rébellion à l'égard de l'État central, qui est quelque chose qu'on ressent de manière assez forte dans cet univers social. C'est ça, moi, qui m'a frappé à l'occasion de mes enquêtes, quelle que soit la filiation politique qui peut être différente. Vous êtes anthropologue, Boris Pétric. On entend chanter ces hommes combattre pour exister. Je ne vais pas le chanter en occitan. Pour exister, c'est-à-dire qu'il y a une dimension existentielle aussi, identitaire peut-être dans ce combat. Oui, je pense que, comme je le disais, il y a le collectif, l'art oratoire. On a parlé de l'art oratoire. Moi, j'ai suivi plusieurs leaders viticoles. Par exemple, Jean Huillet, c'était un grand orateur. C'était impressionnant. Moi, je me souviens pour son départ à la retraite, il a fait un discours qui était impressionnant. Il y avait, comment s'appelle-t-il, le maire de Montpellier, Fraîche, qui était là, qui a fait un discours incroyable aussi devant 500 viticulteurs. Et je l'ai suivi à l'Europe. Et il m'a expliqué, mais je me retrouve en réunion avec des Irlandais et moi, cette manière de parler et tout ça, en fait, ça passe pas parce que c'est une autre culture politique. Et donc, je pense que cette manière ce rapport à l'oralité, ce rapport à la collectivité, c'était ça qui était important pour eux, plus que le vin, plus que ils aimaient partager, communier. Et c'est vrai que quand on a la chance de s'imprégner de cet univers, ce sont des personnes assez touchantes, quoi.
Mais après, il y a la passion, l'émotion. Et nous, je sais qu'on a eu souvent des discussions sur leur stratégie de manifestation et l'usage de la violence, en leur disant, mais est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, la violence, c'est la meilleure manière? Parce qu'aujourd'hui, faire brûler des pneus à un rond-point, c'est pas accepté par la population. Bloquer un supermarché, vous emmerdez les gens. Enfin, voilà. Et en fait, on sentait qu'il n'y avait pas la capacité de réfléchir à la place de la violence aussi, qui, je pense, aujourd'hui est assez mal acceptée dans notre société, quoi. Ce sont des mouvements également qui semblent exhorter une certaine virilité. On voit bien que quand le réalisateur demande à l'épouse ce qu'elle a pensé à ce moment-là, son mari coupe en disant « elle n'a rien pensé ». Il prend la parole pour expliquer ce qu'elle allait dire, et surtout, parce que de toute façon, ça aurait été ce que son beau-père pensait. C'est vraiment de la méta... du métamachisme qui est assez intéressant. Mais pour revenir à c'est vrai qu'il y a une culture. Je crois qu'on comprend. C'est difficile de comprendre le Languedoc si on n'a pas repéré, comme bien sûr Maurice l'a fait, mais cette espèce d'imaginaire cathare, d'opposition, mais d'opposition viscérale au jacobinisme, et qui est très nette, mais est très enracinée, et on ne sait pas très bien par où c'est passé d'ailleurs, mais en tout cas c'est encore très net aujourd'hui. Donc ça, je peux vous le garantir, et c'est partout. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des filiations politiques qui sont évidentes. Midi Rouge, c'est vraiment une nature. C'est vrai que le Midi a beaucoup voté à gauche, alors Rouge, plus ou moins. Huillier, c'est un peu l'intello quand même de la bande. Lui, il avait un compte personnel à régler avec ça. Justement, il essayait de concilier la violence avec cette réflexion d'où Gramsci. C'est un type qui croyait vraiment à ça. Moi j'étais jeune étudiant, je ne comprenais rien à ça. On m'a dit, il faut aller le voir. Il a posé son sécateur, donc il taillait déjà en 82. Et il a passé, et moi, j'avais demandé rendez-vous pour une demi-heure. On a passé la journée ensemble. Il voulait m'expliquer, mais parce que lui-même, il était aussi bercé par des gens qui étaient assez idéologues, y compris d'ailleurs des gens, il était très bercé par l'INRA. Il faut savoir qu'il y a eu tout un accompagnement par les économistes, notamment de l'INRA, pas seulement, mais de l'université aussi, mais beaucoup de l'INRA, c'est un courant d'économie marxiste qui l'a beaucoup aidé à structurer sa pensée. Et donc, il était accompagné par des gens qui étaient par ailleurs militants au Parti communiste français ou à la Ligue communiste révolutionnaire, tout ça, et qui étaient par ailleurs des brillants économistes qui avaient... Et lui, c'est l'homme qui faisait la liaison avec tout ça. Mais il était plutôt particulier. La plupart n'étaient pas du tout idéologues ni formés à tout ça. Mais par contre, très porteur d'un imaginaire de rébellion, de lutte. C'est vrai. Alors, ça a été bien dit d'ailleurs. Je trouve que la sociologie, ces gens qui ont fait du rugby. Je ne sais pas si vous avez vu l'état de l'oreille de l'un des... Mais on sent qu'il a été mâchouillé une paire de fois, cette oreille, quand même. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une culture, hein, le rugby. Mais aussi, ça a été très bien dit aussi, ils ont tous fait la guerre d'Algérie. Ils ont un rapport aux armes à feu, un rapport à la lutte. Ils sont vignerons, mais on ne le dit pas, mais ils sont tous chasseurs. Alors, vignerons, maintenant, aujourd'hui, ils se revendiquent vignerons coopérateurs, mais viticulteurs, ils sont aussi chasseurs. Donc, les armes à feu, pour eux, voilà, c'est comme avoir un briquet sur soi, d'avoir un fusil. Hein, c'est pas, pour nous, ça fait un peu peur, mais voilà. Et il y a tout ce rapport, effectivement, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, cette question de la virilité, elle est très importante. Effectivement, on observe en particulier le fait d'être sur les barrages. Voilà, c'est aussi faire preuve de courage. Ils tous le disent. Hein, on était au premier rang, on était exposé aux balles. Donc il y a vraiment ce culte de la virilité, ce culte de la virilité qui est aussi un enjeu dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Alors c'est sous-tendu un moment dans une déclaration vers la fin en disant oui, les CRS aussi, parce qu'il faut comprendre hein, que ce face-à-face, il dure pas depuis 2 ans, il dure depuis 7-8 ans. C'est avec des compagnies de CRS qui, tous les ans ou presque, au moment de la période de l'hiver, la période creuse, sont soumis à des pressions, sont sur des barrages. Alors là aussi, on voit progressivement la violence physique, on voit les menaces. Il y a en 74, 75, il y a des voitures de police qui sont brûlées. Alors on fait attention, on brûle pas les gendarmes dedans, mais
on voit très bien quand même que les CRS sont cantonnés dans les villages, ils reçoivent des insultes, donc il y a une espèce de montée en puissance qui peut expliquer le basculement dans la violence, et notamment, et ça c'est très important pour comprendre en tout cas, alors il y a plein d'historiens et de gens qui ont essayé d'expliquer Morellon, hein, je pense à une de mes collègues, Michel Zancaré-Fournel, qui a travaillé notamment justement sur la dimension de répression des forces de l'ordre, du changement de l'attitude. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on comprend que au fur et à mesure de la montée en tension, il y a ce que j'avais appelé un effet de cliquet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, la violence est toujours plus forte. Et au début, on brûle des pneus, après on brûle une préfecture, après on brûle un garage entier, c'est pareil, on détruit une bouteille de vin, puis un container, et puis des camions citernes. Donc, et à chaque fois, l'État, en fait, ne bouge pas. Parce que c'est ça qui est fondamental dans l'histoire, pour comprendre pourquoi on en arrive là. C'est qu'en fait, l'État, il sait très bien qui sont les responsables. Les responsables, bon, ils ont beau se dire qu'ils sont secrets, etc. Bon, voilà, on a les noms de tous les membres du comité d'action viticole. On sait qu'ils sont sur les barricades. Depuis la fameuse loi anti-casseurs de 1973, je crois, on peut très bien arrêter tous ces gens-là et les mettre en prison. On le fait d'ailleurs avec les leaders gauchistes de mai 68 et les autres, qu'on fait beaucoup moins. Mais les paysans, on n'y touche pas. On n'y touche pas pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, parce que c'est un petit peu compliqué. Et la plupart du temps, les CRS viennent, assistent aux manifestations, se prennent des pavés sur la tête, mais n'interviennent pas. Ils n'interviennent pas, et du coup, on n'arrête personne, et ça continue. Et qu'est-ce qui change, en fait, en 1976 ? En tout cas, moi, c'est mon hypothèse. Après, il faudrait la discuter. Mais c'est qu'en fait, l'opération qu'on vous a racontée, là, la plupart des opérations se produisent dans le pays. Donc, avec des commissaires locaux, etc. Donc, on ne fait rien aux meneurs. Là, le problème, c'est que l'opération, elle s'est passée à Ramel, dans l'Ain, dans le Rhône, pas loin de chez moi, dans l'Ain, c'est à Meximieux, voilà. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les responsables de la police et de la justice, le procureur de Lyon, c'est pas le procureur de Montpellier. Donc le procureur de Lyon, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit la mise à sac des milliers de francs de détérioration, il y a des violences physiques. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle les inspecteurs généraux et la police judiciaire, et hop, on arrête les deux. Alors pas les deux responsables, parce que comme on explique, en fait, on a juste pris les deux qui avaient des voitures, donc on avait relevé les immatriculations des voitures, donc on les a trouvés tout de suite, et on les a arrêtés. Et c'est ça qui met le feu aux poudres, parce que jamais on avait arrêté des membres des commissaires d'action viticole. Voilà. Ouais, et du coup, ça, c'est considéré comme un affront inacceptable. Et là, la violence bascule, et ça explique en grande partie. Et d'ailleurs, très vite, on les libère. Ils sont libérés le 4 ou le 5, et bon, ça contribue à poser. Donc, il y a cette espèce d'équilibre de la violence qui, là, bascule, et en fait que plus rien ne sera jamais comme avant à partir de cet événement. Juste un mot par rapport à ça, parce que c'est la question aussi de la violence. Pourquoi la violence plus dans le monde viticole aussi ? D'abord, c'est une culture peuplante avec beaucoup de vignerons. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, on aurait du mal à faire ça. Mais il y a quand même d'abord beaucoup de monde. Et surtout, il y a quand même, je parlais de cette histoire de représentation un peu cathare, anti-jacobine, etc., et qui rend bien d'ailleurs. Il y a un mépris qui a été remarqué, souligné souvent par la population de part du pouvoir central. Mais effectivement, ce pouvoir central, d'une certaine façon, alors je m'aventure peut-être un peu, mais en tout cas, ça a été souligné par des historiens pour 1907. Et on peut souligner aussi le parallèle avec le Larzac en 1975. Mais il y a une espèce de prise de conscience que plus qu'ailleurs en Languedoc, ces mouvements qui sont des mouvements de filière, qui sont des mouvements sociaux, ne sont pas complètement disjoints de mouvements un petit peu anti-républicains, voire régionalistes, portés par une idéologie plus ou moins fait libre, plus ou moins sécessionniste. En tout cas, Clemenceau a surréagi sans doute sur la fin des événements, aussi à cause de ça, d'après ce que certains historiens. Et on peut se demander si quand même le Larzac 74, 75, c'est encore le même creuset. Et Jean Vuillet était évidemment très fortement lié à ces gens-là, avec le MIVOC, le mouvement occitan, des vignerons occitans, avec alors peut-être
autant avec ça qu'avec les paysans travailleurs. Il y avait Gramsci, mais il y avait aussi Bernard Lambert, qui était un peu l'idéologue, à la fois proche de Rocard. Donc c'est un peu compliqué, c'est la culture de gauche, mais avec toujours cette dérive éventuellement anti-républicaine qui fait très peur à Paris. Et je pense que les CRS présents, c'est lié à ça aussi. En fait, ce qui est très étonnant par rapport à 76 et ce qui a changé avec les comités d'action viticole qui ont fait leur dernière action, c'était en 2009. Et ils ont fait en fait une conférence de presse, comme les Corses, avec des cagoules et tout. Et en fait, c'était des jeunes qui ont fait ça. Et c'est pas du tout passé. Ils se sont fait engueuler par les vieux. Et ce qui est très étonnant, c'est que moi, en 2008-2009, je faisais toutes les manifs. Et il y avait les renseignements généraux qui étaient là. On les voit, ils sont omniprésents, ils connaissent tous les leaders. Donc, ce que vous disiez sur comment l'État gère un conflit social, l'accompagne et tout, c'est quelle réaction on attend de la justice. C'est très intéressant ce que vous racontez par rapport à l'histoire de l'État français et comment le fait d'intervenir dans une autre région et qu'à cette époque-là, il n'y a pas de... C'est très intéressant parce que ça, en 2008-2009, ça a changé. C'est plus du tout la même réalité et les comités d'action viticole disparaissent. Donc, je disais en 2009, là, ils ont fait cette action spectaculaire qui est pas du tout passée. Et bon, personne n'a été arrêté, mais le mouvement s'est arrêté comme ça. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'en 2008, il y avait des collectifs qui contestaient les syndicats. Donc, il y avait une situation très explosive entre eux. C'était vraiment... et les comités d'action, c'était là où s'exprimait ce que vous racontiez, c'est-à-dire en disant nos responsables sont trop gras, il faut leur faire péter une voiture, ou je sais pas quoi. Enfin, c'était assez... et en fait, j'ai vu des gens qui votaient traditionnellement à gauche commencer à voter Front National, et un certain nombre de ces collectifs de 2009 ont été des gens très actifs dans le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est étonnant parce qu'on voit comment le délitement d'un monde social avec des institutions, des corps intermédiaires ont explosé en 20 ans et de nouvelles formes de sociabilité qui est liée à ce monde rural, à l'étalement urbain des pavillons. Beaucoup de viticulteurs ont survécu grâce au fait d'avoir vendu 1 hectare à quelqu'un qui est venu construire un pavillon. Et donc, à une nouvelle forme de sociabilité, beaucoup plus féminine du coup, parce qu'il y a beaucoup de femmes isolées qui sont divorcées et de nouvelles sociabilités autour des ronds-points qui sont dans le Languedoc-Roussillon, qui ont quand même été assez actives, quoi. Également accompagné avec les taux de vote pour l'extrême droite, par exemple, qui succède un peu à la vision du Midi Rouge qu'on pouvait avoir, mais qui était déjà, quand on écoutait Jean Vuillet dans les années 80-90, et on le voit bien d'ailleurs, là il en jouait un petit peu, c'était son savoir-faire, d'arriver quand il a dit qu'il fallait les tenir, il m'a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient plutôt des extrémistes et plutôt d'extrême droite. Il y avait aussi des gens d'extrême gauche, mais il y avait des gens d'extrême droite dans ces troupes. Il disait le plus difficile, c'était de les tenir. C'est des gens qui voulaient en découdre. Et c'était sa force. Voilà. Vous avez anticipé sur ma question suivante, mais c'est pas grave, nous allons continuer la discussion, bien sûr. Que reste-t-il de cette histoire? C'est une question qui est posée explicitement dans le film, avec cette scène avec ces deux femmes qui est assez touchante. Juliette, je crois, dit il n'en reste rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne suis pas grand spécialiste du trait contemporain, donc je vais essayer de pas trop dire de bêtises. Moi, juste ce qui m'a frappé, c'est quand même la mémoire des luttes. Voilà, la dévastation des péages. Bah, que font les Gilets jaunes? Ils vont dévaster les péages que dévastaient déjà 20 ans ou 30 ans plus tôt leurs prédécesseurs viticulteurs. Donc là, on a une sorte de filiation dans les modes d'action et dans l'imaginaire de la lutte. Après, effectivement, je pense que une partie de la réponse a déjà été apportée, hein, c'est qu'effectivement, on est passé quand même d'un mouvement qui était très structuré, paradoxalement. Il y avait des cadres politiques, donc des maires, des conseillers généraux, il y avait des cadres économiques, les directeurs de coopératives, donc il y avait puis des syndicats, et puis des militants. Donc tout ça, alors bien sûr, ils n'étaient pas d'accord entre eux, il y avait des luttes internes, des tensions, mais il y avait
y avait une architecture très, très solide, le tout enraciné dans le village. Le village avec là aussi ses maires, ses anciens, son club de rugby, et tout ça tenait la route. Et ça s'est complètement décomposé. C'est-à-dire que le politique a disparu, c'est-à-dire que tous les vieux cadres politiques ont été remplacés, ont perdu leur influence, la structure économique s'est désagrégée, les villages se sont désagrégés, et ça donne finalement un espace relativement vide d'un point de vue de la sociologie et de l'organisation, et du coup, derrière, ça se recompose avec des nouvelles choses. Alors, ça peut être politique, avec les réseaux, les votes extrême droite, mais ça peut être aussi ces nouveaux mouvements sociaux dans lesquels ils s'engagent en se réinventant finalement une collectivité, une communauté. Et une colère commune, sans doute. Oui, alors après, là, en tant qu'économiste, moi, évidemment qu'il en reste autre chose que rien, parce que c'était un aboutissement, sans doute. C'était peut-être même un acte un peu psychanalytique. Il fallait peut-être ces morts là pour que justement les gens arrivent à maîtriser leur violence. Mais au fond, il fallait passer à autre chose. Et on vit avec ce paradoxe qu'on se connaît depuis 1907, c'est qu'on sait bien, plus jamais ça, 1907, c'est-à-dire plus jamais de surproduction. Comment on fait? Ça veut dire qu'il faut réguler le marché. Il faut des définitions, il faut des normes, il faut un marché régulé. Mais un marché régulé, c'est un marché qui est faussé. Et comment concilier les lois du marché? On court après. Alors, c'était déjà la deuxième organisation commune viticole. Hein, donc, il a fallu 76 pour passer. On avait fait la première en 70, la deuxième en 76. Et il n'y aurait pas eu donc toutes les politiques d'arrachage. Évidemment, s'il n'y avait pas eu Montredon, sans doute. Mais s'il n'y avait pas eu d'arrachage, il n'y aurait pas eu Dublin, il n'y aurait pas eu... Effectivement, donc l'histoire ne s'arrête pas. C'est absurde de dire qu'il ne reste rien. C'était une étape qui était... voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, peut-être, de la viticulture de masse, mais qui, de toute façon, probablement sera arrêtée. On buvait 120 litres de vin par habitant et par an en 1960, et on en boit 45 aujourd'hui, de toute façon, et on ne peut pas exporter de la bibine. Donc, mais ça a marqué quand même probablement la fin de l'idée selon laquelle on pourrait tout régler par une régulation d'État, qui devenait de façon très chère, inconciliable. Et l'épisode même de la troisième OCM ensuite, dans laquelle alors c'était pire que tout, parce qu'ils se plaignent, entre 76 et 84, entre guillemets, il y a eu un épisode absurde dans lequel on a produit en Languedoc pour distiller. Mais totalement absurde, à cause d'une très mauvaise organisation commune de marché. Il a fallu effectivement arrêter à Dublin en 84, parce que c'était totalement absurde et passer à d'autres critères, notre notion de qualité, etc. Donc, c'est quand même... c'est évident que c'était très important, sans doute, d'aller pousser à bout cette logique d'une régulation d'État, mais qui était vraiment aux limites à la fois de sa faisabilité et dans un contexte qui devenait déjà ouvert à l'Europe. Donc c'était absurde, un contexte de liberté de circulation des produits, et qui est devenu encore bien plus avec l'Organisation mondiale du commerce à partir de 1995. Donc moi je dirais pas que s'il en reste rien, au contraire, ça a peut-être aidé à se préparer. En fait, je pense que c'est très compliqué parce qu'on voit bien que c'est une histoire sociale compliquée. Il reste beaucoup de choses. D'abord, il y a des caves coopératives qui s'en sortent bien. La cave coopérative d'Ambrès et Castelmore, mais c'est une cave coopérative qui est par exemple sortie des unions de production qui servent à alimenter la grande distribution. Eux, ils ont fait un choix qui est de revenir à l'esprit originel de la cave coopérative. Ils vendent en direct, donc il y a des modèles qui émergent. Il y a beaucoup de néo-vignerons dans cette région qui transforment la manière. Enfin, donc, il y a plein de choses qui se passent où on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'héritage, où il n'y a pas de choses qui n'ont pas servi. Alors, Juliette Vialade, en fait, qui est l'épouse de Jean Vialade, qu'on appelait le lion des Corbières, elle a été au cœur de tout ça, de toutes ces luttes et tout. Sa fille, aujourd'hui, c'est une des grandes négociantes de la région. Elle n'est plus en cave coopérative. Elle est presque passée à l'ennemi. Mais oui, ça a été compliqué quand même dans l'histoire familiale. Elle a été directrice export de Val d'Orbieu, non? Voilà, mais après, elle a quitté tout ce monde-là. Donc, quand vous êtes dans un village
si vous êtes coopérateur et que vous voulez sortir de la coopération, c'est compliqué parce que c'est tout un univers social. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui fait que cette région se transforme avec des vins incroyables. Mais je crois que quand même cette culture politique de combat est terminée, je pense. Parce que c'est un monde social aussi qui est devenu marginal. Alors justement, 1907, on a dit 600 000 personnes dans les rues de Montpellier, de Narbonne, donc un soutien de la population qui est considérable. Est-ce que c'est pas ça aussi qui s'est délité entre 1976 et aujourd'hui? Est-ce que les viticulteurs n'ont pas perdu ces liens intimes avec leur environnement social? Moi, je pense que la viticulture reste une activité économique centrale pour l'économie française, mais en même temps, quand on voit la répartition de la population rurale et la population urbaine, etc., enfin, tout ça montre bien qu'il y a des déséquilibres et aussi des déséquilibres d'un point de vue de l'âge. Donc, je crois que la place du monde rural dans l'imaginaire politique aujourd'hui est quand même assez marginale, même s'il y a des formes de retour, etc. Il y a aussi de l'agribashing, il y a aussi de la méfiance, notamment liée aux pesticides. Il y a de nouveaux enjeux qui font que les viticulteurs se sentent quelquefois mal aimés. Tout à fait. Mais en fait, eux, ils disent souvent nous avons fait ce qu'on nous a demandé. Donc, c'est une situation compliquée, je crois, pour le monde rural, de pas être compris souvent. Ils ont un sentiment d'avoir été lâchés ou mais c'est qu'une partie du monde rural. Il y a toute une partie du monde rural qui se sent intégrée, qui sont en lien avec les grandes villes, avec les nouveaux consommateurs. Donc en fait, on ne peut pas, je trouve, généraliser. C'est assez compliqué, complexe en fait, la réalité de ce monde-là. En tout cas, pour ce qui est de 1907, ce qui est intéressant aussi, c'est que le soutien de la population est d'autant plus net que, d'abord, effectivement, comme dans le reste de l'agriculture, il y a une énorme partie de la population qui est agricole et une encore plus énorme qui est rurale. Donc tout le monde est plus ou moins en famille avec des vignerons. Mais les 600 000 en question, ce qui est très intéressant grâce aux cartes postales d'époque, on voit bien, c'est que ce n'est pas du tout des luttes marxistes. C'est des luttes dans lesquelles il y a les grands propriétaires, mais il y a aussi les ouvriers agricoles. Il y a ceux qui ont les cadotiers, ceux qui n'en ont pas. Il y a tout le monde qui est là. C'est-à-dire tout le monde viticole est là pour faire 600 000 de toute façon. Mais ils sont, et même encore là à Montredon, ce qui est bien, il dit il y avait les salariés, ils étaient partis avec les fusils, ils étaient les premiers. Ils se réjouissent de ça parce qu'effectivement, d'ailleurs, c'est une des particularités du monde viticole, c'est qu'il y a eu très vite la Confédération générale des vignerons, mais qui faisait finalement, qui englobait au maximum tout le monde. Il y a eu qu'en 1930, je crois, au début du statut viticole, où il y a eu la Ligue des petits et moyens viticulteurs qui a essayé de faire un peu le départ entre les deux. Mais c'est vraiment une caractéristique, et dans un Languedoc qui lui-même est caractérisé par le fait qu'il n'est pas industriel. Donc il y a d'autant plus de proximité qu'il n'y a pas d'ouvriers, pour faire très simple. Enfin, il y a beaucoup moins d'ouvriers qu'en Lorraine. C'est pas comparable. Il n'y a pas d'industrie en Languedoc. Donc, il y a eu des choix. C'est-à-dire que les investissements sont faits, les investissements capitalistes qui sont faits dans d'autres régions, dans des usines et dans le secteur secondaire. En Languedoc, c'est fait beaucoup sur le négoce et sur la propriété, d'où les grandes propriétés viticoles qui sont développées à partir de 1850. Et ça crée un paysage complètement nouveau, évidemment, qui a complètement disparu aujourd'hui, qui n'est pas possible de transposer. Seule chose sur laquelle on pourrait s'interroger, effectivement, vous avez très bien parlé des gilets jaunes, etc. Il y a effectivement l'agribashing. Moi, je vois aussi un contexte de délitement, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont un peu blasés aussi, c'est qu'il y a ce délitement intra-agricole aujourd'hui. Le monde agricole est d'abord beaucoup plus restreint, mais en même temps, il n'est pas très uni. Il n'est pas très uni, même dans le secteur viticole simplement. On en parlait à maintes reprises, mais c'est un peu des guéguerres qui renaissent un petit peu, hein, sur la valorisation, sur
celui qui va être le plus bio que le bio, le plus nature que nature, le plus voilà les appellations contre on voit renaître des guerres, mais dans un contexte qui est tendu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des marchés qui sont globalisés, qui sont plus compliqués, et puis le changement climatique qui devient aussi une agression permanente, avec son cortège de difficultés. Donc là-dessus, effectivement, les réactions des riverains, des consommateurs qui se mettent à... Tout ça tend les marchés et crée des tensions internes sur lesquelles il faut être, à mon avis, attentif. Dernière question, et puis nous laisserons les micros un peu au public pour la dernière demi-heure. Boris Pétric estime que cette histoire est terminée. Il date la fin de ce mouvement de 2009-2010. Finalement, c'est récent. Est-ce que vous partagez tous deux ce diagnostic, ou bien pensez-vous qu'on pourrait avoir des résurgences de mouvements violents de la part de ces viticulteurs? Alors, je pense que les différents arguments qui ont été présentés se conjuguent pour ne pas aller dans ce sens. Parce que les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, les viticulteurs, ils sont de plus en plus divisés, ils sont soumis à des pressions de plus en plus fortes, externes, internes. La violence elle-même passe de moins en moins dans la société. L'État, parce que l'État joue un rôle déterminant dans l'acceptation de la violence, hein, et je reviens aux Gilets jaunes, mais on l'a très bien vu, hein, il y a deux moments, hein, soit l'État laisse faire et tout se passe bien, tout le monde est content, on s'embrasse sur les ronds-points, soit l'État envoie les CRS et ça dégénère très vite, et c'est pareil dans les manifestations urbaines. Donc la position de l'État aussi, hein, est sans doute beaucoup plus ferme et beaucoup plus dure. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne pèsent rien électoralement. Quand il fallait envoyer les CRS dans le Midi viticole, bon, c'était quand même plusieurs départements, des centaines de milliers d'électeurs. Bah là, aujourd'hui, ils ne pèsent plus rien politiquement, donc on peut se permettre de les réprimer sans difficulté. Et là, voilà, donc tous ces éléments font sans doute qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui d'imaginer ce type de révolte et ce type de recours à la violence, en tout cas pour cette catégorie. Peut-être dans ce sens, hein, mais je pense que s'il y a violence aujourd'hui, il y a une violence ressentie très forte de la part des vignerons. Violence de la part des riverains, on voit bien, de l'incompréhension vis-à-vis des citoyens, de cette situation particulière dans laquelle... et qui a été très vite. Il y a 10 ans, c'était magique d'habiter à côté d'un vigneron, parce que c'est tout le côté bucolique, tout ça, le vin, la magie, la vigne. Et puis aujourd'hui, les gens se méfient, ont peur entre leurs enfants quand un tracteur passe. Ça a été très vite et ça leur a échappé. Et c'est au-delà de toutes les stratégies qu'ils ont pu mettre en place pour essayer de travailler plus proprement. Et puis, plus loin encore, donc il y a cette histoire des pesticides qui a été placée par tout un système, sans doute, mais au centre des débats, à tort, à raison. En tout cas, c'était quelque chose d'important, qui a dépassé la capacité de résistance et qui est vécu comme une violence par les vignerons. Et puis, peut-être plus loin, on pourrait assister aussi à une remise en cause même du vin. C'est-à-dire le vin aujourd'hui n'est plus aussi magique qu'on peut l'imaginer. Je pense signal faible, en prospective, on parle de signal faible. L'autre jour, on m'a demandé si je voulais du vin, et je dis oui, bien sûr. Et on m'a dit avec ou sans alcool. Et j'ai ravalé ma glotte, voilà. Mais je me suis dit, oh là, il y a peut-être un signe des temps là-dessus. En même temps, on voit bien comment des choses... Aujourd'hui, on ne pense pas qu'on va être tout d'un coup une société sans vin, comme on pouvait l'imaginer, mais une société dans laquelle le vin deviendrait peut-être une espèce de drogue légale, un peu comme le cannabis, qui est d'ailleurs, lui, en train de remonter. Et on voit d'ailleurs les mêmes opérateurs économiques aux États-Unis, notamment, s'intéresser aux deux. Ça devient des choses qui peuvent être vécues aussi comme des violences terribles par des gens qui ont une idée de l'amour de la vigne, l'amour du vin, le vin sacré. Tout ça peut être vécu, enfin, ce délitement peut être vécu comme une violence. Ouais. Si je peux juste rajouter, je pense qu'effectivement, il y a un basculement qui touche pas que la viticulture, mais qui touche l'agriculture. C'est que quelque part, les protestations et la tolérance de la société et des pouvoirs publics pour les protestations agricoles et viticoles au XXe siècle ont été aussi permises parce que derrière, il y avait la mobilisation de tout un imaginaire agrarien
très positif qui est celui de la communion avec la nature, du producteur, de celui qui nourrit, donc le paysan nourricier. Or, cet imaginaire-là, les paysans l'ont perdu. Ils sont en train de le perdre aujourd'hui parce que justement, en grande partie, alors à tort ou à raison, là aussi, il ne s'agit pas de prendre position, mais tout ce qui fondait leur légitimité, on va leur reprocher. Parce que non, ils ne nourrissent plus, ils polluent. Ils ne communient pas avec la nature, ils la détruisent. Donc, c'est difficile, du coup, de retrouver un espace. Or, pour les paysans et pour les agriculteurs, c'est quelque chose de très fort. Et là, ça transpire quand même dans ce qu'on voit là, dans ce film et dans la plupart de ses propos. C'est quand même cette idée que voilà, on est en communion avec la nature, on produit quelque chose, on donne de soi. On produit beaucoup plus que du travail. Et tout cet imaginaire agrarien, idéologique très fort, aujourd'hui, il vacille. Et c'est difficile, du coup, de repartir sur de nouvelles bases. Pardon. Si on prend la plaine narbonnaise, enfin, de Languedoc-Roussillon, donc qui va de Narbonne, enfin Carcassonne, Narbonne, Béziers, Montpellier jusqu'à Nîmes, aujourd'hui, il y a eu un étalement urbain considérable. Donc les villages ruraux où il y avait une cave coopérative avec un président, des viticulteurs qui étaient l'activité majoritaire du village, des figures sociales, ça c'est fini. Dans la plupart des villages de la plaine narbonnaise, aujourd'hui, la majorité des habitants des villages habitent dans des pavillons, travaillent à Montpellier ou dans des centres urbains. Donc il y a eu toute une transformation des rapports sociaux. Et je pense que, et je voudrais en finir sur la question de politique, c'est que moi, ce qui m'a frappé dans la translation politique de cet électorat qui était plutôt socialiste, qui vote aujourd'hui Front National, il n'y a pas de discours xénophobe. Il y a un sentiment d'abandon ou de nostalgie d'un monde qui n'existe plus. Et c'est compliqué pour ces gens-là aujourd'hui de ne plus être au centre de la vie sociale du village, en fait. Et ça, c'est pour ça que toute cette question de l'étalement urbain, du changement du rapport entre les villages et ces grandes agglomérations a complètement transformé les campagnes aujourd'hui. Donc pour eux, ce qui est violent, c'est d'être devenu minoritaire dans l'espace rural. Souvent dans le village, je le disais tout à l'heure, André Castéra, le Christ des Corbières, plus personne ne connaît son histoire, alors que ça a été un grand leader viticole en 1976. Donc c'est ça qui est difficile, je crois, pour eux et pour beaucoup de vignerons en fait, et de viticulteurs, d'avoir le sentiment d'être à la campagne, mais d'être devenu minoritaire dans un espace rural qui s'est transformé avec cet étalement urbain pavillonnaire de personnes qui n'ont plus ce même rapport à la nature et ce même rapport de travail à la nature. Merci à tous les trois pour tous ces éléments d'information et de réflexion.